transition bas carbone et résiliente, telle qu'esquissée dans l'accord de Paris en 2015, fixe l'ambition d'une société neutre en carbone dans la seconde moitié du XXIe siècle. Pour les acteurs du système financier, banques, compagnies d'assurance, investisseurs institutionnels et autres institutions financières qui catalysent les flux financiers mondiaux, cette transition introduit des évolutions majeures. D'une part, une pression croissante s'exerce sur ces acteurs afin qu'ils contribuent plus activement au financement de la transition. À ce stade, les flux de finances climat sont encore loin d'atteindre les niveaux requis, qui sont estimés de manière prudente à un montant de l'ordre de 4,5 à 5 trillions de dollars par an. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, rappelle que ces investissements climatiques doivent augmenter de manière drastique et que, dans le même temps, les investissements dans les secteurs carbonés et les combustibles fossiles devraient être considérablement réduits. On rappelle que ces investissements dépassent aujourd'hui 850 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Dans le même temps, les acteurs financiers doivent gérer les risques induits par cette transition, afin de préserver leur propre pérennité et de conforter la stabilité du système financier dans son ensemble. L'établissement des pertes potentielles pour les opérateurs économiques sont importantes, et les acteurs financiers, en tant que créditeurs de ces derniers, seront fortement impactés. Là encore, le GIEC estime que le coût de l'inaction pourrait provoquer une perte de l'ordre de 12% du PIB mondial à horizon 2100. Dans la première partie de ce MOOC, nous avons introduit la notion des risques financiers climatiques. Nous avons également étudié les voies et moyens empruntés par le groupe AFD pour appréhender les risques physiques et de transition auxquels sont exposés ses partenaires, et donc indirectement l'AFD à travers ses opérations de financement. Mais alors, comment les risques climatiques impactent les acteurs du système financier ? Comment sont-ils exposés et quels sont les canaux de transmission ? Afin de répondre à ces questions, nous commencerons par rappeler brièvement les fondamentaux de l'analyse d'un établissement financier, puis nous étudierons les déterminants et l'impact des risques climatiques dans l'analyse des risques auxquels sont exposées les institutions financières. Les risques auxquels une banque peut être confrontée sont généralement classés en deux catégories. Les risques bancaires d'une part et les risques opérationnels d'autre part. Les risques bancaires, d'abord, sont des risques propres aux activités d'intermédiation financière et de prestation de services d'investissement. Cette catégorie de risques inclut notamment les risques de crédit et de contrepartie, c'est-à-dire le risque qu'un client débiteur ne soit pas en mesure de rembourser sa dette à l'échéance convenue, les risques de taux, soit le risque encouru en cas de variation défavorable des taux d'intérêt, les risques de liquidité, c'est-à-dire les risques qui interviennent lorsqu'un établissement financier n'est plus en mesure de faire face à ses exigibilités avec ses actifs disponibles ou mobilisables à court terme. Et enfin, les risques de marché, soit le risque de perte qui peut résulter de la fluctuation des prix des investissements financiers négociés sur les marchés. Les risques opérationnels, quant à eux, sont générés par les activités courantes et l'environnement opérationnel d'un établissement financier. Ils regroupent tous les événements susceptibles de causer des pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, ou encore d'événements externes défavorables. Les risques liés au climat peuvent avoir une incidence sur plusieurs de ces catégories de risques existants. C'est notamment le cas des risques opérationnels, de crédit, de marché et de liquidité. Les conséquences d'une mauvaise maîtrise de ces risques par les institutions financières, et notamment les établissements de crédit, peuvent s'avérer dévastatrices pour la sphère financière et, dans certains cas, pour l'économie réelle et les épargnants. Les grandes faillites bancaires de ces dernières décennies sont là pour nous le rappeler. De la chute de la banque Barings au début des années 70 au Royaume-Uni, jusqu'aux liquidations en chaîne plus récentes liées à la crise des subprimes à partir de 2008. Même si ces événements n'ont pas été jusqu'à aujourd'hui provoqués par le changement climatique, ce dernier pourrait bien demain menacer la stabilité des acteurs financiers. Afin de s'en prémunir, certains établissements ont d'ores et déjà initié des processus internes reliant les risques climatiques et leurs effets financiers potentiels. Par exemple, à travers un projet piloté par l'initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement, plusieurs banques commerciales européennes ont réussi à fournir une première vue d'ensemble des canaux de transmission des risques climatiques et à mettre en évidence l'impact de certaines catégories de risques liés à leurs clients les plus exposés à des catastrophes naturelles d'origine climatique. Comme vous l'aurez compris, le risque physique fait référence aux impacts financiers directement liés au changement climatique.
Il peut être qualifié d'aigu quand il découle d'événements extrêmes tels que la sécheresse, les inondations, les tempêtes, mais aussi de chronique lorsqu'il résulte de changements plus graduels comme la hausse des températures, l'élévation du niveau de la mer, le stress hydrique ou encore les changements du régime de précipitation. En termes d'impact sur les établissements financiers, les risques physiques peuvent se traduire de différentes manières. Ils peuvent tout d'abord se traduire en risque opérationnel, de manière très directe, si l'événement climatique qui se matérialise entrave le bon fonctionnement de l'établissement et le contraint à une continuité de son activité sur un mode très dégradé. Endommagement du siège social, destruction des serveurs, dommages significatifs sur les biens matériels et le capital humain, etc. Ils peuvent également se traduire en risque de crédit, avec une matérialisation des impacts sur les clients de la banque, pouvant mener à une détérioration de leur qualité de crédit par le biais d'une recrudescence des probabilités de défaut ou des pertes en cas de défaut. Pour les mêmes raisons, la valeur des actifs déposés en garantie des prêts octroyés à ces clients peut se déprécier, impactant également les pertes potentielles. Les risques physiques peuvent ensuite se traduire en risques de marché, l'évolution des connaissances scientifiques ou la matérialisation de ces risques pouvant conduire les acteurs économiques à apprécier différemment la valeur des actifs dans un secteur ou une région donnée, ce qui peut modifier la valeur des titres détenus par les acteurs financiers. Enfin, dans certains cas extrêmes, les risques physiques peuvent renforcer le risque de liquidité. En lien avec le rehaussement du risque de crédit et de marché, l'appréciation de la qualité des actifs détenus par les institutions financières peut conduire à des difficultés de refinancement. C'est ce que l'on appelle les fameux effets de second tour liés au risque physique. Afin d'appréhender l'exposition d'un établissement financier au risque physique, il convient d'abord de bien comprendre son profil, son positionnement sur le marché et les caractéristiques de ses actifs. Par exemple, ces activités sont-elles concentrées sur un secteur en particulier ou sont-elles plus diversifiées ? Ces actifs sont-ils localisés dans une zone géographique particulièrement soumise à des risques physiques ou, au contraire, sont-ils situés dans des zones dans lesquelles nous pouvons attendre des impacts plus modérés ? Ici, il est relativement intuitif d'apprécier la diversification du portefeuille d'actifs d'une institution financière comme un élément d'atténuation du risque. Ensuite, l'analyse plus précise de l'exposition est réalisée sur la base d'une cartographie de ces actifs. Cette cartographie doit permettre d'étudier d'un côté la localisation géographique précise des actifs et de l'autre les différents types de risques physiques encourus ainsi que leur probabilité d'occurrence sur les géographies considérées. À partir de ces éléments d'appréciation brute, il faut ensuite tenir compte de la politique et des dispositifs de maîtrise des risques mis en place au sein de l'établissement afin de suivre son exposition. Celui-ci a-t-il développé un suivi spécifique de l'exposition aux événements climatiques extrêmes ? Connaît-il les vulnérabilités aux événements climatiques qui pèsent sur ses actifs financiers par géographie, par secteur ? Ce risque est-il pris en compte dans la gouvernance de l'institution et au niveau managériaux pertinent ? Quelles sont les stratégies d'atténuation de ces risques, politiques de collatéraux, coussins de fonds propres additionnels, dispositifs de partage ou de couverture des risques tels que des assurances ? Et enfin, de quels outils se dote l'institution pour sensibiliser ses clients sur leurs expositions aux risques physiques et les appuyer dans leurs actions d'adaptation. À titre d'exemple, le cas du groupe AFD a été présenté succinctement dans un module précédent. Doté depuis 2019 d'une cartographie des risques physiques auxquels il est exposé, le groupe AFD mobilise désormais des outils spécifiques pour alimenter cette cartographie à travers ses opérations de financement. Ces outils feront l'objet d'une présentation ultérieure dans un module spécifique. De manière générale, le groupe AFD est désormais perçu comme plus résilient sur ce type de risque par ses créanciers et ses actionnaires. Je vous propose désormais de nous attarder quelques instants sur le risque de transition. Comme étudié dans un module précédent, le risque de transition désigne la perte financière qu'un établissement peut encourir directement ou indirectement du fait du processus de transition vers une économie sobre en carbone. Les risques de transition sont susceptibles d'impacter les établissements financiers à travers plusieurs chaînes de contagion. Les risques de marché et de crédit peuvent se matérialiser au travers de clients emprunteurs actifs dans les secteurs les plus émissifs en gaz à effet de serre, dont la santé financière, la compétitivité et la qualité de signature in fine se dégraderont avec l'introduction de mesures favorables à la transition dans leurs juridictions respectives.
Qu'il s'agisse d'une taxe carbone qui renchérirait le coût de l'énergie, de la mise en place de normes spécifiques induisant des investissements supplémentaires, du renchérissement du coût des énergies fossiles ou encore de mesures réglementaires ou administratives qui restreindraient leur activité, la mise en place de stratégies nationales ambitieuses au plan climatique induit des risques pour certains emprunteurs, et notamment pour ceux qui présentent une forte intensité carbone dans la conduite de leurs activités. On peut penser par exemple ici au secteur du pétrole et du gaz, de la production d'électricité carbonée, de la pétrochimie ou encore de l'industrie lourde. Là encore, la matérialisation in fine des risques de marché et de crédit peut impacter à terme le risque de liquidité. Ce dernier sera d'autant plus matériel en cas de difficulté pour l'établissement financier à mobiliser les ressources lui permettant d'exercer son activité de financement d'actifs carbonés. De la même manière que pour les risques physiques, l'analyse des risques de transition consiste en un travail de modélisation et de tests de sensibilité, lesquels se basent sur différents scénarios de transition envisagés sur un horizon de temps déterminé. Ici, l'analyse mobilisera des déterminants davantage sectoriels que géographiques. L'établissement a-t-il identifié des classes d'actifs particulièrement émissifs susceptibles d'être exposées ? A-t-il identifié des secteurs particulièrement à risque dans un scénario de transition vers la neutralité carbone ? Dans ce cas, quelle pourrait être la part de ces actifs jugés à risque dans son bilan ? La modélisation doit être capable de capter une granularité fine de décomposition sectorielle, de manière à appréhender plus précisément les impacts. Par ailleurs, le recours à des modèles quantitatifs sur des secteurs d'activité, aussi nécessaires qu'ils soient, ne doit pas faire perdre de vue l'importance des indicateurs de mesure de la performance climatique au niveau des contreparties elles-mêmes, des actifs, des émetteurs ou des débiteurs. C'est l'utilisation et la pondération de ces deux types d'indicateurs qui pourra éclairer la décision d'investissement. Une fois cet exercice de modélisation dynamique réalisé, l'analyse devra prendre en compte les mesures d'atténuation des risques mises en place au sein de l'établissement financier. Quelles sont les stratégies d'atténuation mises en place en fonction des scénarios identifiés ? Comment les instances de gouvernance de l'institution prennent-elles en compte ces risques de transition ? Font-ils l'objet d'indicateurs intégrés au cadre d'appétence au risque ? L'ensemble de ces questions, articulées dans un cadre de diligence approprié, permettront de disposer d'une analyse fine des risques nets encourus. Nous l'avons vu, les mesures d'atténuation des risques de transition mises en place par les acteurs financiers sont multiples. À titre d'illustration, plusieurs banques et investisseurs se fixent désormais comme objectif de maintenir l'intensité carbone des actifs qu'ils financent, secteur par secteur, à des valeurs jugées conformes à l'objectif de limitation de la hausse des températures fixé par l'accord de Paris, bien en deçà de 2 degrés. De manière plus poussée, une banque de financement française va même jusqu'à intégrer un score climatique dans sa stratégie de capital interne. Elle évalue les effets de ces financements sur le climat en attribuant une note climatique à l'actif ou à l'emprunteur financé. Sur la base de cette note, la banque applique ensuite des pénalités aux actifs qui devraient avoir l'incidence la plus élevée sur le climat, entraînant pour ces expositions une augmentation de la pondération du risque analytique. Dans ce cas précis, les expositions ayant des effets climatiques négatifs enregistrent une augmentation pouvant aller jusqu'à un quart de leurs actifs pondérés au risque. En fin de compte, ces effets se reflètent sur le taux de rendement attendu des actifs, ce qui peut inciter la banque à investir ou désinvestir dans certains secteurs. En conclusion, les bilans des acteurs financiers seront, selon toute probabilité, affectés par une certaine combinaison de risques physiques et de transition. Dans les années à venir, l'évaluation des risques climatiques et de leurs impacts sur le bilan de ces institutions financières, à l'actif pour les banques, mais également au passif pour les assureurs, feront partie intégrante des modèles prudentiels. Depuis 2020, la Banque centrale européenne reconnaît dans la cartographie des risques du mécanisme de surveillance prudentielle que les risques climatiques constituent l'un des principaux facteurs de risque pour les banques de la zone euro. Sur la base des premiers stress tests publiés en 2021, elle considère que les établissements de crédit doivent désormais adopter une approche stratégique, globale et prospective de la gestion des risques climatiques. Même si nous ne sommes aujourd'hui qu'au début de l'aventure, cette tendance se confirme en Europe, aux États-Unis, mais aussi depuis plus récemment dans un nombre croissant de pays émergents et en développement. Dans ce contexte, la qualité de la collaboration entre les institutions financières et leurs régulateurs sera cruciale pour résoudre les nombreux défis stratégiques, opérationnels et organisationnels que cela pose.